Cette vidéo analyse du dernier chapitre de Senseiya Next Dimension récemment sorti est un extrait d'un live que j'ai pu faire il y a quelques jours. Si ça vous intéresse d'aller voir le live dans son intégralité et de voir les petites discussions qu'on a eues avant et après la lecture du chapitre, la diffusion complète est toujours disponible sur la chaîne. Si vous souhaitez me suivre en live pour la suite des prochains chapitres de Senseiya Next Dimension, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et également à me suivre sur Twitter et à rejoindre mon serveur Discord pour être informé de la sortie du prochain live. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. On est maintenant 19, donc on est vraiment pas mal. On va pouvoir débuter la lecture du chapitre 111. Et puis on va pouvoir aussi également voir un petit peu ce qui se passe pour la suite de ND. Donc l'objectif, comme je l'ai dit, c'est la lecture complète du chapitre avec vous. On va pouvoir débattre de ce qui est montré et dit ensemble. Et puis je vais après vous donner mon ressenti sur le chapitre et mes théories entre guillemets pour la suite. Donc là sur l'écran vous avez à gauche le scan et à droite la traduction que de toute façon je vais lire à haute voix. Et pour ceux qui veulent lire eux-mêmes ou récupérer eux-mêmes les images, je vous mets en lien le lien en fait du site où les scans sont disponibles, et puis pour avoir les traductions c'est sur le forum Senseiapédia. Donc ça vous devrez trouver facilement le site. Donc un petit récapitulatif comme à chaque début de tome de l'emplacement de chacun des personnages au sanctuaire. J'ai relu tout ND avant de faire ce live, donc je suis à peu près au fait de ce qui se passe à peu près partout. Donc on a tout en haut du sanctuaire le Pop qui est endormi par l'hypnothérapie, comme l'ensemble d'ailleurs des Chevaliers d'Or. On se souvient que le Pop est un traître d'Athéna, entre guillemets, puisqu'il était mis au courant par Ulysse, qui est le 13e Chevalier d'Or, qu'une Athéna du futur allait arriver au XVIIIe siècle, et que son arrivée allait un petit peu tout chambouler au niveau spatio-temporel, et potentiellement causer la fin de la Terre, ou en tout cas la défaite des Saints, puisque du coup ça empêche l'éveil de leur Athéna à eux, et Ulysse a demandé à Suikyo et au Pop de tuer cette Athéna une fois qu'elle sera arrivée, d'où le fait que le Pop s'allie entre guillemets faussement avec Hadès pour tuer Athéna, même si la finalité de cette alliance en fait c'est de pouvoir récupérer leur vraie Athéna à eux, qui est donc Sacha, une amie d'enfance de Tenma, et puis après pouvoir se battre contre Hadès et le vaincre, et puis sauver la Terre. Mystria, pareil, est endormi, Cardinal lui aussi est endormi au niveau de son temple, Gestalt est endormi et n'a plus d'armure, enfin, plus aucun gold d'armure d'ailleurs, parce que toutes les armures sont venues autour d'Ulysse, ou plutôt d'Asclépios pour... alors on ne sait pas si c'est en signe d'allégeance ou pour protéger Athéna, on va le découvrir dans ce tome-là. Et puis oui, l'ensemble des autres golds sont endormis. Tous les bronzes, Shun, Yoga, Shiryu et Ikki sont au temple d'Ophiuchus avec donc Asclépios / Ulysse et Saori sous forme d'un bébé. Ulysse a perdu le contrôle de son corps. C'est Asclépios maintenant qui domine complètement le corps d'Ulysse et qui s'est réincarné pleinement. Et dans le tome 15, Asclépios annonçait que Ulysse était définitivement mort, il ne pourrait plus jamais revenir, il avait totalement disparu. À voir si ça va être effectivement le cas, si Ulysse ne pourra pas reprendre le dessus à un moment. Et puis sinon, dans le présent, on a donc Seiya qui est toujours avec Marine et Shayna qui pète un peu un câble parce que elle aussi elle est un petit peu matrixée par l'arrivée du 13e temple. Thomas s'est fait, il a pris une branlée par Yoga, donc il est censé être toujours coincé au Mont Olympe, donc on sait pas trop ce qu'il fout, ça fait 10 tomes qu'on l'a pas vu. Et puis Callisto et Artemis sont dans le temple d'Artemis, pareil, à attendre que Athéna revienne. Donc voilà pour la mise en place de ce chapitre. Donc on a une très belle première page avec Chagall, le spectre du Wyvern qu'on a découvert donc dans le... Je pense qu'on prononce à l'allemande Gestalt. Alors c'est une excellente question, une excellente proposition de prononciation. Je sais pas.
Je sais pas pourquoi on prononcerait plutôt Gestalt plutôt que Gestalt. Moi je dis Gestalt parce que en français GE ça fait je, mais effectivement peut-être qu'on dit Gestalt. Mais pour ceux que ça va peut-être trigger, je vais continuer à dire Gestalt pour la suite, mais voilà, peut-être que Jean-Luc a raison, c'est peut-être Gestalt. Donc le spectre du Wyvern qu'on a vu arriver dans le précédent tome, qui pour l'instant n'a pas un grand temps d'apparition, mais qui a mis en déroute Tenma facilement. Donc il dit ce n'est pas possible, comment cette petite Athéna peut-elle être si lourde? Ce n'est pas une question de poids, c'est peut-être c'est quelque chose qui va au-delà de son poids. Est-ce la masse d'un dieu? Même moi je ne peux pas la porter. Donc on voit qu'il galère effectivement à la porter, et il la repose dans son lit, donc évidemment on se doute que c'est le cosmos divin qui l'empêche de la soulever. C'est d'ailleurs ce qui était aussi arrivé à Giulietta du Papillon, enfin il n'avait pas essayé de la soulever, mais il n'arrivait pas à la toucher ni à l'attaquer, il avait dû soulever son lit avec son cosmos pour la balancer au sol, pour essayer de la tuer. Donc ça paraît logique que le cosmos de la déesse soit trop puissant et empêche Chagall de faire le moindre dégât, en tout cas à Sacha. Page 2, donc, Tenma continue de se relever et tente de stopper Chagall. Tenma nous dit « Je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai pas partir sous aucun prétexte, je ne te laisserai pas emmener Sacha où bon te semble. » Chagall lui répond « Bien que tu ne sois qu'un gosse, tu m'impressionnes. Tu devrais être là à te tordre de douleur à cause de tous tes os brisés que le Greatest Caution a dû te faire, mais tu continues à t'entêter. » Effectivement, c'est vrai qu'il s'était pris un Greatest Caution dans le chapitre précédent, ce qui est quand même la plus puissante attaque du Wyvern, qui n'a jamais fait de gros dommages, je crois, dans le manga original, mais qui là a quand même bien mis à mal Tenma. Mais en tout cas, Tenma est bien fidèle au Chevalier de Pégase et se relève tout le temps. C'est vrai que ce Tenma est quand même bien mis en retrait par rapport à d'autres personnages, en tout cas il n'est pas... Je trouve qu'il est mal exploité ou pas exploité comme il aurait pu être dans ND. Mais on peut pas lui enlever que c'est un Seiya bis entre guillemets, parce qu'il se relève tout le temps et il est tout le temps déterminé à se battre, donc c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Hop. Alors, prochaine page. Donc, Chagall lui fracasse la gueule, bon voilà, ça c'est classique, hein. Le spectre essaie de l'achever. Il lui dit en guise de récompense, je vais te donner le coup de grâce pour que tu ne souffres plus, je vais t'écraser la tête, c'est plutôt sympa. Meurt une bonne fois pour toutes, et il est stoppé. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Et Tenma dit également qu'est-ce que c'est? C'est évidemment l'armure d'or du Sagittaire qui arrive pour aider Tenma. Je me rappelle plus exactement, mais je crois que dans le tome 15, on voyait bien que toutes les armures allaient autour d'Athéna, sauf une qui se barrait autre part. Donc on sait maintenant que c'est l'armure du Sagittaire qui vient peut-être en aide à Tenma. Attaque qui n'a même pas détruit la V1 de Tenma, oui, bien qu'une V1 malgré son apparence. Effectivement, alors, elle n'a pas détruit complètement, par contre on voit qu'il est plutôt bien amoché. Alors je sais plus si son armure était déjà bien amochée avant, je crois qu'elle l'était un petit peu, mais là c'est pire quand même qu'avant qu'il se la prenne, donc ça, on va dire que ça a quand même détruit un peu son armure, on va pas non plus chipoter. Par contre, effectivement, ça c'est une très bonne remarque, Misterine. Est-ce que c'est vraiment une V1 ? Alors, je crois que c'était avec toi d'ailleurs qu'on avait eu le débat sur le Discord. Est-ce que c'est la V1 officielle de Pégase et Kurumada a entre guillemets corrigé son manga en nous disant bah maintenant en fait c'est ça la vraie V1, ce qu'il y avait dans le manga c'est pas vrai? Ou est-ce que c'est vraiment la V3 et elle a régressé au siècle suivant du fait de quelque chose, on ne sait pas ce quelque chose, peut-être que ce sera expliqué. C'est une possibilité. Moi, le fait que l'armure ait régressé, ça me convient, tout simplement parce qu'on voit bien que dans Next Dimension, l'armure d'Ophiuchus c'est une armure d'or, et dans Senseiya classique, l'armure d'Ophiuchus c'est l'armure de Shayna, qui est une armure de silver. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans Next Dimension à la fin de l'œuvre, qui a fait que certaines armures, notamment celles qui ont participé à la guerre, donc Pégase, Andromède, Dragon, Cygne et Phénix, et Ophiuchus, et régressé. Donc on verra bien. Mais potentiellement, effectivement, ça peut être un changement radical de V1 de la part de Kurumada, mais je trouverais ça un petit peu dommage, puisque les évolutions d'armure dans l'œuvre étaient une bonne explication scénaristique pour montrer que les personnages évoluent en puissance, donc je trouverais ça dommage. Mais peut-être. Donc voilà, même Tenma est surpris de l'arrivée de l'armure d'or.
peut-être également une distorsion de l'espace-temps, en sachant que ça m'étonnerait fortement que ce qui se passe dans Next Dimension soit ce qui se soit vraiment passé dans le passé réel de Senseiya, parce que ça voudrait dire que Shiryu connaît déjà, enfin, Doko connaît déjà Shiryu avant de l'avoir entraîné. Ça me paraît étonnant. C'est comme 86 qui devient 90, effectivement, Kurumada a changé les dates. Après, je trouve que changer les dates c'est quand même un peu moins ambigu et un peu moins osé que changer les armures, d'autant plus que on a quand même la Final Edition là qui sort actuellement au Japon. Il y a eu des retouches d'armure, mais on a toujours l'ancienne V1, l'ancienne V2, l'ancienne V3. Alors c'était peut-être compliqué de refaire complètement toutes les armures, ça aurait sûrement dû refaire trop de dessins, mais il a quand même corrigé les anciennes versions d'armure, donc moi je pense qu'il y a anguille sous roche et que cette armure de Tenma n'est pas vraiment sa V1 pour lui, mais n'est pas la vraie V1 de l'armure de Pégase. Les armures peuvent régresser et changer de statut, c'est dit dans le Taizen, effectivement. Après, est-ce que le Taizen est à prendre en compte de manière canonique? Il y a des éléments qui sont repris dans le manga, il y a des éléments qui sont complètement contradictoires. Ça c'est toujours aussi une question un peu compliquée. Donc là on a un beau plan sur l'ensemble, alors un plan coupé, on a la suite ici de l'ensemble des armures d'or qui sont arrivées autour d'Ophiuchus et d'Athéna. Donc Asclépios qui dit hahaha, elles ont abandonné les chevaliers d'or et se sont réunis ici, toutes les armures d'or du sanctuaire sont venues me jurer allégeance. Donc lui considère que ces armures d'or sont venues lui prêter allégeance et le reconnaissent en tant que maître du sanctuaire. Si c'est le cas, c'est quand même compliqué pour les bronzes, parce qu'on a quand même un chevalier d'or extrêmement puissant face à eux, qui est complètement sous l'emprise d'Asclépios, qui est considéré quasiment comme l'égal d'un dieu, puisqu'il a été banni par Zeus pour ça, qui possède en plus le poignard qui est censé, la dague d'or qui est censée tuer les dieux, donc ils sont quand même plutôt mal barrés. Donc on nous dit, j'ai l'impression que le passé de ND est un passé alternatif. Je pense également aussi que ND est un passé alternatif, tout simplement parce que ça crée une boucle temporelle qui ne serait pas logique, donc à voir, mais j'ai une théorie sur ça, on en reparlera à la fin du chapitre, j'ai énoncé ma théorie et peut-être que ma théorie se réalisera. Ils ont changé le passé, le présent sera différent, je me demande ce sera comment. Et ben à voir, parce que c'est pas forcément sûr que ça va changer le présent. Alors effectivement, le pitch de départ de ND, c'est que Saori revient dans le passé pour détruire l'épée d'Hadès afin que l'épée n'ait jamais planté Seiya dans le futur. Ça me paraît étonnant comme plan. Scénaristiquement, c'est hyper casse-gueule parce que le voyage dans le temps comme ça marche pas comme ça, le voyage dans le temps. Et ça m'étonnerait que Kurumada décide de partir sur ça, donc à voir comment il va influencer ça, mais c'est possible. Donc on a le reste des armures, et puis tous les chevaliers de bronze qui sont... voilà, ils y croient pas, Asclépios, voilà, il va vraiment dominer la Terre, comme nous dit Ikki. Effectivement, hein, avec toutes les armures qui lui obéissent, ça va être compliqué. Et voilà, donc ok, non, on voit donc qu'Asclépios est surpris et que toutes les armures se mettent autour de Saori. Donc Asclépios qui dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, elles ne sont pas fidèles à lui, mais elles sont fidèles à Athéna. Pour les dates, on peut dire que c'est soit une altération du temps quand ils ont pénétré dans l'hyperdimension. Pas forcément, puisque le temps a été modifié au tout début, dans le prologue du tome 1, donc c'était avant qu'il parte dans le passé, donc ce serait étonnant. Non, je pense surtout qu'en fait, Kurumada il s'est dit, j'ai commencé mon manga en 86, il l'a arrêté en 91, il s'est juste dit, voilà, mes personnages ils ont évolué, donc je dis que l'année 90, donc l'année où j'ai arrêté le manga, c'est l'année où le combat s'est fait. Sauf que le souci, c'est que ça ne correspond pas aux dates qui sont expliquées dans le manga, puisqu'on sait que Saori est née en 73 et qu'elle a 13 ans, donc le début du manga est en 86. On sait que entre l'arc du sanctuaire et l'arc de Poséidon, il se passe 1 mois. On sait que l'arc des Silver et des Black Saints, ça se passe sur 2-3 jours. Et donc en gros, l'arc à Hadès est censé commencer quelques temps après l'arc Poséidon. On n'a pas d'indication, mais quelques temps, ça veut pas dire grand-chose. Donc tous les événements se passent entre guillemets en 2-3 mois maximum. Donc les dates, pour dire qu'on est en 90, c'est un peu plus étonnant. La seule possibilité en fait, ce serait de dire que
il s'est passé plus de temps entre Poséidon et Hadès, mais ça ne collerait pas avec le fait que Seiya revient pour la première fois au sanctuaire, donc c'est un peu difficile de se démêler là-dedans. Il faudra attendre la fin de ND pour savoir si c'est le passé alternatif ou pas, difficile à dire pour l'instant, pas d'incohérence majeure selon moi. Alors s'il y a quand même quelques incohérences, la plus grosse c'est Doko et Shiryu. Doko ne peut pas ne pas reconnaître son disciple dans Senseiya classique s'il l'a déjà vu dans Next Dimension. Ça c'est quelque chose qui est pas logique, en fait. Il aurait dû montrer des signes qu'il s'y connaît, ou qu'il le connaît entre guillemets. Enfin bref, on verra bien à la fin du manga, pardon, je perds mes mots. Dans l'hyperdimension pour aller à Elysion. Ah oui, tu veux dire une distorsion temporelle, alors ce serait pas cohérent non plus, puisque quand ils arrivent dans l'Elysion face à Thanatos et Hypnos, on a encore les autres bronzes qui protègent Seika, et on a Hypnos et Thanatos qui se font des attaques en direct sur la sœur de Seiya, donc pareil, ce serait étonnant qu'il soit passé 4 ans sans que les autres, eux au sanctuaire, aient subi ces 4 ans. Donc non, ça m'étonnerait que ce soit ça. C'est un coup de Chronos, il a fait exprès de ne pas les envoyer dans la bonne époque et dans la bonne dimension. Je suis pas sûr, je pense vraiment qu'il les a renvoyés à la bonne époque, c'est juste que y a plusieurs théories dans le voyage dans le temps. Soit on part du principe que le temps est une boucle, est une ligne droite avec des boucles constantes qui reviennent comme ça, sauf que ça veut dire que tout est déjà déterminé, et que si Athéna voulait détruire l'épée d'Hadès, si elle réussit à le faire dans le passé, c'est qu'elle l'aurait déjà réussi à le faire, parce que c'est une boucle temporelle, et donc elle n'aurait pas besoin de le faire. Donc si elle a besoin de le faire, c'est que c'est pas vraiment une boucle temporelle, soit c'est le début d'une boucle temporelle, mais du coup ça créerait d'autres incohérences plus tard. Soit on est d'accord, c'est le temps est bien une ligne droite et qu'il n'y a pas de possibilité réelle de retourner en arrière. Quand tu retournes en arrière, en fait tu vas juste sur une autre ligne temporelle, une autre timeline, sur laquelle tu vas pouvoir influencer, et donc influencer le futur, mais le futur influencé sera le futur de cette timeline-là, pas de la tienne. Donc en fait, si elle détruit l'épée d'Hadès entre guillemets dans Next Dimension, ça sauvera le Seiya du futur de la timeline Next Dimension, mais pas de la timeline classique. Donc pareil, c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit ce qui va se passer à la fin de Next Dimension. J'ai une théorie, mais on la verra à la fin. Ne partent pas en même temps, ça crée une... Ouais, effectivement, pour moi c'est pas possible que Elysion, que l'hyperdimension modifie le temps, mais ce sera peut-être révélé plus tard à la fin de ND, mais ça me paraît assez étonnant. Donc voilà, les armures d'or protègent Athéna. Donc Asclepios est surpris. Il nous dit ce n'est pas possible, elles se sont positionnées autour d'Athéna, cela veut dire que les armures d'or la protègent, point d'interrogation. Donc il a quand même le doute, il estime peut-être qu'il a peut-être une chance, mais c'est pas sûr. Cela veut-il dire qu'elles ne vont pas se soumettre à ma volonté? Maintenant que j'y pense, il devrait y en avoir 12, il en manque une, impossible, celle qui manque est, évidemment, c'est l'armure du Sagittaire, donc qui apparaît devant Tenma et Chagall. Donc plutôt logique et plutôt décevant. Logique parce que le fait que Pégase soit du coup protégé par l'armure du Sagittaire, c'est évidemment une référence au manga, au film, à l'animé, enfin tout ce que vous voulez, c'est iconique. C'est un petit peu décevant parce que c'est facile en fait. Voilà, on a mis un Tenma dans ND, il a très peu progressé je trouve dans toute l'œuvre. Contre Giulietta, il a bloqué, il a dû être aidé du cosmos d'Athéna et de son maître pour le battre. Là on tombe sur un juge plus fort, il n'y a pas d'autre power-up possible, donc on lui met l'armure du Sagittaire pour l'aider. Bon, c'est un peu dommage. Après, Doko n'a pas de raison de révéler ce qu'il sait à Shiryu pour ne pas modifier le futur, c'est bancal, on est d'accord, mais ça reste plausible. Alors ça resterait plausible si dans ND, on n'avait pas eu justement un flashback de Shiryu et de Doko, où Shiryu arrive chez Doko et lui demande de l'entraîner, et Doko lui dit non, je t'entraîne pas, t'es nul, machin et tout. Ça serait quand même étonnant qu'il lui dise non je t'entraîne pas alors qu'il sait très bien qui il est. Ou alors, il peut se dire non je vais pas l'entraîner parce que je sais la vie difficile qu'il va avoir, mais du coup ça créerait aussi une incohérence. Enfin, pour moi c'est pas logique, pour moi ce n'est pas la même timeline que le manga principal, tout simplement. Ou bien Seiya n'est pas encore dans le coma quand ils sont retournés sur Terre, Shiryu a fait sa vie, et c'est vrai il n'avait pas encore pris l'initiative de sauver Seiya, et s'est mise en activité que quand Seiya lui restait 3 jours à vivre. Alors,
C'est possible qu'il se soit passé un peu de temps, mais de là à ce qui se passe plusieurs années, c'est pas logique, parce que on sait que quand Shen revient au sanctuaire, Athéna est surprise de le voir en disant oui, tu as réussi à retrouver le chemin, donc en gros ça fait pas si longtemps qu'ils sont là. Et ensuite, pourquoi il resterait 3 jours à Seiya, mais il a réussi à vivre 4 ans avant. Vraiment, l'épée, elle met vraiment du temps à le tuer, ça paraît un peu étonnant. Et en plus, ce qui du coup ne correspond pas à ton explication malheureusement, c'est que le 1990, c'est au tout début du prologue, quand ils sont en train de se battre avec Hadès, et non pas après. Du coup, ça rend ta théorie malheureusement invalide. Moi je pense qu'ils vont créer un présent alternatif avec des choses à changer. Peut-être, ça on le saura d'ici cette semaine, puisque on va avoir un chapitre qui va sortir toutes les semaines jusqu'à... dans cette semaine ce sera le 8ème et dernier chapitre du tome 16, qui clôturera la Next Dimension, qui lancera sûrement une suite, et on aura sûrement la fin, enfin l'explication de tout ça. Donc l'armure va auprès de Tenma. Mister Ink me dit après Doko avait vu son avenir, Tom dans la clause, c'est casse-tête pour des réponses qu'on a peut-être jamais. Effectivement, c'est vrai que là-dessus, le voyage temporel a un peu créé la merde, mais bon, on verra bien comment il va se dépatouiller. Donc, on a l'armure d'or qui va se revêtir sur Tenma, et on a... Ah oui, alors je vais juste lire le texte avant. Oh, c'est l'armure de Sagittaire, quoi, qu'est-ce qu'il se passe? Et hop, l'armure va sur Tenma. Et là, on a un truc très intéressant, je trouve. C'est si vous regardez le visage, et surtout le visage de Tenma, et sa coupe de cheveux, on est un peu différent de ce qu'il y a ici. Et on va le voir un peu plus bas dans le chapitre, parce que j'ai déjà vu et déjà lu le chapitre. On va voir que le style de ce chapitre, surtout sur Tenma, est très différent, n'abusons pas, et légèrement différent de ce qui était vu auparavant sur Next Dimension, et moi je soupçonne que, alors peut-être pas tout le chapitre, je pense pas tout le chapitre, mais certaines parties ont été faites par quelqu'un d'autre que Kurumada, et ça donne un style plutôt intéressant pour la suite du chapitre. Donc voilà, donc Tenma qui met l'armure du Sagittaire, donc très belle armure d'ailleurs, beaux effets de brillance. On est arrivé à la fin de cette fournée-là, on va ouvrir l'autre. Et voilà, avec Tenma qui revêt l'armure complète, avec l'arc évidemment, et une flèche, mais c'est pas une flèche classique. Pour ceux qui ont lu ND il y a pas longtemps, c'est la fameuse flèche de la déesse qu'on nous a montrée à 2 reprises, et c'est une flèche qui est censée pouvoir tuer Athéna elle-même, donc qui est censée pouvoir tuer les dieux, mais non, alors oui, elle est censée tuer les dieux, mais Athéna peut l'arrêter avec son cosmos, et c'est comme ça que Gestalt ou Gestalt a compris que Saori était la véritable Athéna après lui avoir tiré dessus. Donc Shaga lui dit l'armure d'or du Sagittaire, pourquoi couvre-t-elle ton corps? Et Tenma dit je ne comprends pas non plus, pourquoi diable cela arrive-t-il? Effectivement, c'est assez étonnant que l'armure vienne l'aider comme ça, parce que on n'a jamais eu l'information qu'il était du Sagittaire. Alors je ne sais pas, je crois pas qu'on ait l'info sur sa date de naissance, ce serait peut-être enfin la révélation par Kurumada lui-même que on n'est pas obligé d'être du signe du zodiaque pour avoir l'armure zodiacale associée. Peut-être. À voir. Donc là, Tenma a une petite exclamation, et Sacha semble lui parler. Donc effectivement, Sacha lui dit Tenma, ah Sacha, c'est toi la personne qui a directement parlé dans ma tête, c'était toi Sacha. Sacha lui dit Tenma, décoche ta flèche. Oui, maintenant la flèche d'or du Sagittaire. Donc elle lui demande de tirer sa flèche d'or. Donc il est un petit peu contraint par Athéna elle-même de faire des actions, ce qui est assez étonnant. D'habitude, les Pégas sont assez libres de leurs actions. En fait, c'est d'ailleurs une des valeurs que Kurumada met dans son manga, c'est que Pégase est extrêmement libre, en fait, c'est le chevalier de l'espoir, de la liberté et autres. Et là, il est très contraint par Athéna, c'est assez étonnant. Next Dimension est la version Tenkai de Kurumada, la scène du prologue n'est pas passée comme dans la fin de Senseiya, cela peut donc faire référence au passage du rêve de Seiya, où il se fait transpercer par Hades. C'est possible, effectivement, c'est possible. Par contre, Next Dimension, c'est pas totalement la version Tenkai de Kurumada,
puisque la version Tenkai, normalement c'est vraiment face à Artemis, en tout cas dans le film, et dans le scénario qu'avait donné Kurumada à la base à la Toei, là on est vraiment sur autre chose, mais par contre on n'est pas à l'abri, et j'espère qu'on aura ça, d'un Tenkai après Next Dimension, d'un troisième en fait, de faire son manga en 3 parties, un triptyque, avec le classique, Next Dimension, et un Tenkai quelque chose, ça pourrait être sympa. Tac, alors, Sacha qui continue à parler à Tenma en lui disant tire la flèche de la déesse, décoche la flèche vers le temple d'Ophiuchus. Et Tenma dit la flèche se dirige toute seule vers le sanctuaire, vers le temple d'Ophiuchus. Donc effectivement, il est totalement contraint par Athéna, ou par son armure, en tout cas il a aucune maîtrise sur ce qu'il fait, pour décocher une flèche. Et ce qui est très intéressant, c'est que la flèche n'est pas pour Chagall, mais elle est pour... elle est vers le temple d'Ophiuchus. Donc ça c'est intéressant. Donc là on a une très belle illustration, avec un Tenma au milieu d'une explosion de planètes, c'est donc notre système solaire. Les planètes, je suppose que c'est des photos, ou en tout cas des dessins qui ont été faits par rotoscopie d'une photo. Donc Sacha continue à parler à Tenma, elle lui dit Tenma, maintenant tu es le seul qui peut mettre fin à ce chaos, tu es le seul qui peut arrêter la destruction de la Terre, corriger les lois naturelles de l'univers et éradiquer le mal. Tenma dit une chose d'une telle ampleur, c'est impossible que je puisse le faire Sacha, et Sacha lui dit tu peux le faire, tu es Pégase. Alors pareil là c'est très intéressant, parce que donc elle l'oblige à tirer vers le temple d'Ophiuchus, en lui disant que grâce à ça, ça va arrêter la destruction de la Terre, ça va sauver l'univers, et ça va éradiquer le mal. Mais du coup, qui est-ce que cette flèche va toucher? Parce que on sait, c'est ça qui est un petit peu ambigu dans Next Dimension, c'est que Ulysse, ou en tout cas Asclepios, a expliqué à Ulysse que c'est l'Athéna du futur qui crée ces dérèglements, et que du coup faudrait la tuer pour sauver la Terre. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment Athéna qui produit ça? Ou est-ce que c'est Asclepios? Ça, on ne sait pas exactement. Le manga laisse plutôt suggérer que c'est quand même Saori qui crée ça. Maintenant, est-ce que la Sacha, donc cette Athéna du XVIIIe siècle, va ordonner à Tenma de tuer l'Athéna du passé, ou est-ce qu'elle va tirer sur Asclepios? Ça, c'est plutôt... on ne sait pas trop, en fait. C'est une vraie question, parce que ils sont pas obligés de tuer Athéna en fait pour régler les problèmes, parce que si Saori elle est venue dans le passé, c'est pour détruire l'épée d'Hadès. Mais si elle repart dans le futur, c'est bon, les problèmes sont corrigés, donc est-ce que là elle demande de tuer Athéna, ou est-ce qu'elle demande de tuer Asclepios? Ça c'est un peu... On sait pas trop. Donc les scans sur le blog de Kourou laissent peu de doute sur la cible, hélas. Alors effectivement, la cible, on pense la connaître, et d'ailleurs j'ai une théorie sur ce qui va se passer du fait de cette cible, mais on en reviendra, on va en discuter quand on sera à ce moment-là. Donc Sacha continue à parler, et ensuite on a c'est une double page qui est absolument magnifique. C'est d'ailleurs avec cette double page-là que j'ai fait la miniature du live, je la trouve magnifique. Donc Sacha lui dit maintenant que plus que jamais, ne l'oublie pas, tu es le chevalier de Pégase, né pour protéger l'amour et la justice sur Terre, donc vas-y Tenma, décroche-la sans hésiter, tire la flèche de la déesse vers le temple d'Ophiuchus, et Tenma qui dit très bien, je vais y arriver, regarde Sacha. Alors là, il y a plein de choses à dire. Déjà de 1, il y a un truc que moi j'aime pas, mais c'est très personnel. Elle lui dit, tu es le chevalier de Pégase, né pour protéger l'amour et la justice sur Terre. Donc, on retourne dans cette optique de... Pégase, c'est... il est destiné à aider Saori, il est destiné à vaincre le mal, à sauver Athéna, pardon, pas Saori. Il est destiné à faire ça. Et c'est quelque chose que moi j'apprécie pas trop, parce que je préfère les personnages qui ne sont pas destinés à faire des choses. Je préfère les personnages qui, voilà, ils tombent dans le truc, ils sont embarqués dans l'aventure, et puis au fur et à mesure des épreuves, de l'entraînement, des combats, ils deviennent de plus en plus puissants, et ils prennent en fait le contrôle de l'histoire entre guillemets, et c'est eux qui impactent l'histoire. Ici en fait là c'est vraiment le scénario, enfin l'histoire mais
intrinsèquement de l'œuvre, hein, pas l'histoire de l'œuvre, mais ce qui se passe dans l'œuvre, qui influence le personnage parce qu'il est destiné à faire ça. Et je trouve que c'est quelque chose de dommageable. Après, c'est que mon avis. C'est un truc que je percevais pas quand je lisais le manga. Plus vers la fin, quand Hades nous disait oui, déjà avant dans les temps mythologiques, Pégase me saoulait, donc on avait des petites prémices là, mais au début du manga on n'avait pas ça. Et après c'est vrai que dans les nouvelles œuvres, maintenant on l'a plus, et je trouve que c'est un peu dommage. Kurumada avait teasé le prochain arc après ND, d'abord avec un dessin montrant Seiya devant les temples d'Apollon, d'Artémis et de Zeus, puis il a fait fuiter des images sur lesquelles on voit Seiya se prosterner devant un personnage qui semble être Apollon, les images avec Apollon viennent de... Alors effectivement, on en reparlera un peu plus tard, mais quand le tome 15 est sorti au Japon, il y avait un petit encart avec un petit mot de Kurumada, et il met toujours une image, et dans cette image, il y avait une photo d'un dessin qu'il avait fait, où on voyait Seiya, en pleine forme, se prosterner devant Apollon. Donc, on se doute que c'est soit le dernier chapitre de Next Dimension, soit le premier chapitre d'une suite. D'où le fait qu'on estime qu'il y aura une suite. Mais c'est pas forcément sûr. Il y a des théories qui pourraient faire pencher le fait qu'on n'aura peut-être rien du tout. Mais c'est peu probable quand même. Ça aurait été une sacrée aventure Next Dimension. Et ce que tu dis sur Destiny, ça me fait beaucoup penser à Link dans Zelda. Oui, tout à fait. Ça fait penser au fait qu'en fait, le chevet de Pégase est un vaisseau en fait de l'espoir, un vaisseau de l'aide à Athéna qui se réincarne d'époque en époque, d'où le fait que Tenma ressemble comme deux gouttes d'eau à Seiya et qu'il est destiné continuellement à faire ça. J'ai fait une vidéo de théorie sur ce point-là, qui, je sais plus le nom exact de la vidéo. Mais je vais me faire de l'autopromo là, vu que je reprends tout doucement les vidéos. Je vais pas faire beaucoup de vues, donc je me relance là, donc je vais me faire de la pub. Mais donc j'avais sorti effectivement une vidéo sur ça il y a quelques temps par contre, là c'est un peu plus ancien je crois. Faut que je la retrouve. Je prends 5 secondes juste pour vous embêter avec ça. Donc j'avais sorti cette vidéo ici, qui s'appelle Seiya est-il un dieu, donc qui est une théorie, où j'avais théorisé le fait que Seiya en fait était le dieu de l'espoir, la réincarnation, enfin un peu comme Athéna et comme Saori et la réincarnation d'Athéna, Seiya serait la réincarnation d'un dieu de l'espoir, et une des explications que j'ai données dans cette vidéo, c'est le fait que Tenma lui ressemble et qu'il serait destiné à continuellement se réincarner en tant que Pégase pour protéger l'espoir et la justice, comme le dit Sacha. Donc là, les dires de Sacha pourraient faire matcher ma théorie. Donc voilà. Donc elle lui dit tu peux le faire. Donc là, il bande son arc. Et là, on a une scène magnifique, je trouve, avec un Seiya très très ressemblant à ce qu'on a dans les films. Notamment, quand j'ai vu cette scène, moi j'ai tout de suite pensé au film Eris et la légende de la pomme d'or. On a vraiment Seiya magnifique, hein, qui tire sa flèche avec ses cheveux qui partent dans le vent. J'adore cette scène, elle est incroyable. Et pour moi, ça c'est vraiment très inspiré de cette scène-là. Et la mise en scène qu'on a, alors c'est pareil, c'est mon avis, hein, mais pour moi c'est pas du Kurumada. C'est quelqu'un d'autre qui a fait la mise en scène. Pas le découpage, parce que le découpage qu'on voit, l'armure, enfin, Tenma qui vise son arc comme ça, avec la flèche qui se met dans le bon sens, découpée en 3 cases rectangulaires. Ça c'est du Kurumada craché comme découpage. Vraiment ça c'est Kurumada. Mais la mise en scène, pardon, pour moi Kurumada il fait jamais de trucs comme ça aussi pas impactant mais aussi dynamique. Donc ça c'est quelqu'un pour moi qui a fait la mise en page. D'ailleurs dans le tome, c'était quand les chapitres du tome 15 sont sortis, Kurumada avait remercié notamment Shiori Teshirogi, donc qui est l'autrice de The Lost Canvas, pour l'avoir aidé à faire des corrections et des petites retouches dans le tome 15, et on sait que le tome 15 et le tome 16 ont été faits en même temps, dans la même foulée. Donc c'est possible que cette mise en scène elle soit faite par Teshirogi, donc l'autrice de The Lost Canvas, et ça m'étonnerait pas du tout. Et en tout cas ça rend vraiment très très bien je trouve. Très très bien. Donc on a Tenma qui dit c'est pour toi et pour sauver cette terre où nous vivons tous. Donc il dédie sa flèche à Sacha, évidemment. Et on a Chagall donc qui va se mettre devant, je crois,
qui nous dit « Qu'est-ce que tu murmures ainsi gamin, tu as revêtu l'armure d'or, et tout d'un coup tu es devenu fou. Dans ce cas, il vaut mieux que tu meurs tout de suite, meurs Pégase, et il veut l'attaquer avec un Greatest Caution. » Tenma lui dit quand même « Écarte-toi », ce qui est assez, assez ironique, parce que le Wyvern vient de lui casser la gueule, il veut tuer Athéna, là Tenma va décocher une flèche, il pourrait tuer le Wyvern avant, et non, il lui dit pousse-toi, je veux pas te tuer, enfin ok, pourquoi pas. On a encore, alors là magnifique aussi hein, cette page, pour moi ça c'est, alors ça fait Kurumada, mais ça, et surtout ça fait pas du tout Kurumada, ça c'est, et même la tête, le visage, c'est beaucoup trop propre, pour que ce soit du Kurumada, enfin propre, beaucoup trop moderne. Parce que Kurumada a vraiment un style rétro, et là je trouve que c'est très moderne, et c'est très très beau. Donc je pense vraiment que ça c'est fait par quelqu'un, enfin, fait peut-être pas, mais peut-être retouché par quelqu'un d'autre, et c'est vraiment très très beau. Donc là, Chagall lui envoie donc le Greatest Caution, ici, alors que la flèche va être décochée, et Tenma gueule « Flèche de la déesse !» Ok, très bien. Et voilà, effectivement, la flèche vient traverser Chagall, puisque, comme un con, il s'est mis en plein sur la trajectoire de la flèche. Faut quand même se dire que Tenma il visait un temple. Pire que tout, c'est que là, ils sont quand même en Italie. Donc il y a pas mal de bornes entre l'Italie et la Grèce, je sais pas exactement, je vais regarder vite fait sur Google Maps juste pour se donner une petite idée de distance. Mais ils sont super loin, je vais mettre... alors c'est quoi le nom de la ville en Italie? Je sais plus, Firenze quelque chose. Je vais mettre Rome. On s'en fout, c'est juste vraiment pour avoir une petite idée de distance comme ça, rapide. Et je vais mettre Athènes. Tac. Donc en avion, ils disent pas la distance, mais par contre en voiture, ils nous disent il doit y avoir 1000 bornes, 1200 bornes. Donc à vol d'oiseau, on va dire 700 bornes. Donc il y a 700 bornes. Il faut qu'ils visent. En sachant qu'un petit décalage de 1 mm sur 700 bornes, ça fait un décalage énorme. Donc pour toucher le temple, il faut vraiment qu'il soit précis. Et lui, ce con, il se met pile en face. C'est vraiment... c'est dommage. C'est très dommage pour notre Chagall. Ce serait une malédiction pour moi, Ikki connaît bien ça, la résurrection. Alors, on va pas être copains là-dessus, puisque pour moi, Ikki, pas que pour moi en fait, pour Kurumada non plus, Ikki ne peut pas ressusciter et revenir à la vie. J'ai une vidéo de 45 minutes qui est en préparation, qui va arriver très bientôt, si j'ai pas la flemme, qui va arriver pour montrer ça, et tu verras que Ikki, la résurrection, il connaît pas tant que ça. Chagall, le juge qui aura eu la pierre du réveil, encore pire que Minos, et encore pire que Éaque aussi, effectivement, il a tenu 3 chapitres. Bon, c'est dommage. Fallait bien éliminer le Wyvern de toute manière. Effectivement, on aurait pu l'éliminer d'une autre façon, ou plus tard aussi, mais oui, c'est vrai, de toute façon, il aurait vécu 10 chapitres max. C'est pas honteux pour la Wyvern, c'est juste un peu triste. Effectivement, c'est pas honteux parce qu'il est quand même tué par la fameuse flèche de la déesse censée tuer les dieux, donc c'est quand même plutôt cool. Et là, il y a un élément ultra important. Donc là, Chagall, qui est en train de mourir, nous dit qu'est-ce que c'était, la flèche a traversé mon corps. Ce n'est pas possible, mon corps disparaît, c'est le pouvoir de la flèche de la déesse. Et ça, on va reparler après. Parce que là, on voit bien que l'armure, elle a pris 0 dégâts, parce qu'il n'y a même plus, si je zoome un peu, il n'y a même pas de l'impact de la flèche sur son armure. Elle a juste détruit son corps. Et j'ai une théorie après, avec ça, qui peut être intéressant, que je vais un petit peu plus développer. Et donc là on a Tenma qui dit « J'ai décoché la flèche, et avec elle se décidera le destin de tout. » Voilà comment se termine ce chapitre 111. Donc, très bon chapitre, j'aime beaucoup. Alors il se passe finalement pas grand chose, et en même temps pas mal de trucs. En termes d'action il se passe pas grand chose, puisque finalement on a juste un Tenma qui met l'armure du Sagittaire, qui bouge sa flèche 3-4 fois, qui vise, qui tire, et voilà, il n'y a plus de spectre. Mais en termes d'éléments scénaristiques, on a quand même pas mal de choses. On a déjà le fait que les armures d'or sont pas du côté d'Ophiuchus, donc ça c'est plutôt pas mal. On a le fait que Sacha, qui est quand même mis un peu sous cocon par le fait que Saori empêche sa pleine résurrection, entre guillemets, elle arrive quand même à contrôler Tenma, à modifier un peu, à influencer le personnage, et puis l'armure du Sagittaire qui contrôle complètement les mouvements de Tenma.
Et puis on a la flèche qui part vers le temple d'Ophiuchus pour tuer qui? C'est pas dit. C'est pas dit. Théorie cassée des fesses, la flèche renvoie les gens dans le passé, du coup on va avoir Chagall comme contre Thomas. Pas du tout. Alors moi c'est pas ça ma théorie, mais je vais y arriver. Il se fait pas le figure de rien, pas très fut-fut, de se mettre devant. Oui, ça c'est clair, que pour arrêter la flèche, il est un peu con, et puis comme je l'ai dit, vraiment, au millimètre près pour toucher le temple, il a juste à se décaler, et c'était bon. Donc oui, c'est dommage pour Louis Verne, mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, il avait un design moche, enfin, le visage moche, et quand Kurumada fait un personnage avec un visage moche, à part pour des stalls, de manière générale, le personnage ne fait pas long feu. Il aime pas les moches, ouais, c'est comme ça. Il est apparu parce qu'il fallait mettre Louis Verne. Oui, mais c'est dommage parce que là, il reste pas grand chose. Là, on voit que Asclépios, les armures d'or sont plus de son côté. Il reste encore les 4 bronzes vivants. Bon, il reste pas grand chose. Dans 2-3 chapitres, il est mort. Donc on aurait pu, après, continuer un petit peu la guerre sainte, et puis faire affronter Louis Verne contre des chevaliers d'or, et faire mourir les chevaliers d'or, puisque normalement, à la fin de la guerre sainte, il reste que Chion et Doko vivants. Là, pour l'instant, on a quand même 3 spectres, enfin les 3 juges qui sont morts, pas mal de spectres qui sont mourants, et il y a encore 11 chevaliers d'or, parce que Écarlate est mort. Ça va être chaud pour Kurumada d'expliquer comment ça se fait qu'il reste que Chion et Doko à la fin, alors qu'il y a quasiment plus d'adversaires. Mais à voir. Il a des yeux à cassa, oui, il est très très moche. Moi je trouve assez classe Verne avec ses cheveux noirs et ses yeux verts. Alors classe, ouais, il a quand même une sale gueule quoi. Il a quand même une sale gueule. Pendant ce temps, on peut espérer voir Kerr. Oui, peut-être aussi, c'est vrai que Kerr a été introduit dans les chapitres spéciaux Origin et Destiny. On l'a jamais vu autre part que dans ces chapitres spéciaux-là. Elle peut apparaître ici, faire apparaître d'autres spectres, manipuler les gens, et puis on a Hypnos et Thanatos, effectivement. Donc à voir, mais c'est quand même un peu dommage de se dire qu'il n'y a que 2 ou 3 personnages qui sont des dieux qui vont attaquer les Chevaliers d'Or, c'est un peu moyen, mais bon, c'est comme ça. Bonsoir Tristan, excuse-moi du retard, j'ai raté quoi? J'ai l'impression que le Verne est mort. Alors effectivement, t'as raté en fait toute la lecture du chapitre. Pour résumer très rapidement, ce chapitre 111, on a toutes les armures d'or, enfin 11 armures d'or qui vont protéger Athéna de Asclépios. Pendant ce temps-là, on a l'armure d'or du Sagittaire qui va aider Tenma en le protégeant, en se mettant sur lui en fait. Le protéger pour le combat contre Chagall. Tenma va décocher une flèche, la fameuse flèche de la déesse, qui va transpercer Chagall et le tuer. Et cette flèche est à destination du temple d'Ophiuchus à 700 bandes de là, pour tuer le mal, mais on ne sait pas qui est le mal. Est-ce que c'est Saori? Est-ce que c'est Asclépios? Ça on le saura dans le prochain chapitre. Voilà en gros ce qu'il s'est passé. C'est juste une interprétation, t'inquiète, c'est la trad et la VF qui fait penser à ça, et ta vidéo que j'adore. Effectivement, alors, c'est même plus qu'une interprétation, puisque dans l'animé, Ikki est immortel. C'est dit textuellement, en fait, Saori le dit, Ikki le dit. Dans l'animé, il est immortel, hein. Quand il revient contre le Chevalier des Flammes, il le dit. Donc il n'y aura pas de... Il n'y a pas de surprise là-dessus. Par contre, dans le manga, c'est un peu plus discutable. Mais pareil, je vais pas tout vous spoiler, vous verrez à la fin. Est-ce qu'il y aura une rediff? Oui, alors je vais supprimer la modif. Je vais en gros télécharger le live. Je vais moi faire le montage pour ne garder que la partie lecture du chapitre. Et je vais la reposter en tant que vidéo. Donc vous pourrez revoir la vidéo, pas de soucis. Et relire donc le chapitre en même temps. Après, pour faire face à Asclépios, les bronzes peuvent toujours puiser dans leur armure divine, non? En faisant exploser leur volonté. Alors, on ne sait pas, puisque les armures ont régressé à leur stade ancien. Ça m'étonnerait que Kurumada nous remette les armures divines, parce qu'il avait dit dans une interview que les armures divines c'était une erreur selon lui, parce que ça prend beaucoup de temps à dessiner, et puis c'était un peu dans la surenchère des armures. Il aimerait arrêter ça. Donc, étant donné que dans tout Next Dimension, on n'a pas arrêté de nous dire oui, Yoga c'est le successeur du Verseau, oui, Shiryu c'est le successeur de la Balance, oui, Shun c'est le successeur de la Vierge, oui, Ikki c'est le successeur du Lion, pardon. Pour moi, ils vont, s'ils doivent se battre contre Asclépios, ils vont revêtir les armures d'or, et pas leurs armures divines. Et il y a de fortes chances que même s'il y a une suite, ils n'aient pas leurs armures divines, mais ils aient leurs armures d'or pour combattre les dieux.
pour éviter donc cette augmentation des tailles des armures qui cause problème à la main de Kurumada. Asclepios aura défait sans les clauses divines, pas de doute là-dessus. Effectivement, je pense aussi. Ok, mais le plus important, est-ce que Destol est mort dignement? Destol n'est pas mort. Pour l'instant, il n'est pas mort, il est juste endormi. Et effectivement, si tu penses que Destol est mort, c'est peut-être parce que tu n'as pas relu récemment les derniers tomes de Next Dimension, mais il est bien vivant, il a été soigné par Asclepios qui l'a remis dans son état normal, entre guillemets, et il s'est endormi. Et oui, alors pour Ikki, c'est son armure qui était mortelle, effectivement, en fait, c'est son armure qui a la puissance, entre guillemets, d'un phénix et qui peut renaître une fois détruite. Mais de manière générale, en fait, dans Senseiya, les personnages n'ont pas les pouvoirs de leur constellation. Les armures l'ont. Par exemple, l'armure de Persée qui a le bouclier de la Méduse, c'est le bouclier de la Méduse qui peut transformer en pierre les personnages, mais c'est pas Argol qui le fait. S'il a pas son armure, il peut pas transformer en pierre. Et c'est comme ça pour tous les autres personnages. Et c'est pour ça qu'aussi que Kurumada a joué un petit peu là-dessus pour Ikki, mais ce n'est pas le sujet, on en reparlera plus tard. Donc voilà pour le chapitre qui était plutôt très bien. J'ai beaucoup aimé, moi, la mise en scène de ce chapitre, et aussi les expressions de visage de Tenma, qui pour moi vraiment, ça a été fait par quelqu'un d'autre, ou ça a été retouché par quelqu'un d'autre. Je pense que c'était Shirogi, mais vraiment la mise en scène est très très cool. C'est toujours le découpage de Kurumada, le style carré comme ça c'est du Kurumada, donc on est sûr à 100% que c'est lui qui a fait le storyboard, qui a fait les dialogues, qui a fait le manga, hein, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être qu'il a dessiné tout, et qu'il y a eu des retouches par d'autres personnes. Peut-être qu'il a demandé à d'autres personnes de faire directement ces poses-là, ces personnages. Ça, je sais pas. Ou peut-être que ce n'est même pas lui qui a dessiné le chapitre, qu'il a peut-être juste fait le storyboard, ça aussi c'est une possibilité. Mais en tout cas, c'est vraiment très très cool, j'aime beaucoup. Mais pour moi, il y a que Tenma qui a été fait par quelqu'un d'autre, parce que le visage de Sacha, le visage de Chagall, et même la mise en scène de Chagall, elle est beaucoup plus... je sais pas comment dire ça, mais raide en fait. Vous voyez là, Chagall il est droit, il lève ses mains, mais ça fait pas dynamique du tout, alors que là on a un Tenma, la flèche qui tire, on voit bien qu'il y a les cheveux qui vont bouger, ici là, il y a toute l'extension du corps, alors là en plus avec les lignes de vitesse sur ce plan-là, c'est magnifique, donc je sais pas. Peut-être que oui, effectivement, Tenma, Kurumada demandait à quelqu'un, Teshirogi ou quelqu'un d'autre, de dessiner à sa place. Et du coup, la mise en scène change, évidemment, même si c'est toujours le découpage de Kurumada. Mystérine qui nous dit si ça avait été aussi beau et aussi bien mis en scène durant les premiers tomes, ça aurait changé la donne pour l'image de ND auprès des fans. Effectivement, c'est vrai que c'est dommage. On a eu un 15e tome et ce début de 16e tome qui sont vraiment très très bien. Niveau mise en scène, niveau dessin, ça s'est bien amélioré aussi. Même niveau histoire, c'est cool. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'on ait eu quand même des passages à vide dans l'œuvre. Bon, ça on peut pas refaire l'histoire. C'est la même pour Excalibur, pour moi après Senseiya, les pouvoirs ont toujours été abstraits et contemplatifs. Alors oui, alors Excalibur c'est un peu différent parce que c'est une attaque, c'est pas une capacité entre guillemets, mais c'est vrai que c'est Shura qui transmet Excalibur à Shiryu, donc c'est un peu différent, à voir. Je me souviens de Vermeer tome 1 contre Doko et Shion, c'était tellement moche parce que c'était très plan-plan en fait. Il n'y a pas de mise en scène, c'était voilà, le personnage d'un côté, les attaques de l'autre, et puis il n'y a pas de mise en relation en fait dans l'affrontement, c'est très plan-plan. Alors que là on voit vraiment l'impact, on voit que ce qui est fait d'un côté va taper l'autre personnage quoi. C'est une meilleure mise en scène. Après il faut se dire que les débuts de ND étaient un peu plus durs pour Kurumada, même dans les tomes que lui on est sûr qu'il a tout dessiné, il y a eu de l'évolution un peu mieux au fur et à mesure de certains tomes, mais là, les deux derniers sont quand même vraiment top. Alors comment imagines-tu les futures gardes d'Athéna? Son armée est vachement diminuée, même si les Bronze 5 deviennent gold, il reste qu'il y a beaucoup de chevaliers morts, effectivement. Alors, on va revenir je vais revenir à la théorie, ça va un petit peu répondre à ta question. Là, ce qu'on vient de voir, c'est que la flèche de la déesse, elle a dissous le corps de Chagall.
Chagall c'est un spectre. Et alors je crois que c'est dans le manga, mais c'est peut-être une mauvaise traduction française, mais pour moi les spectres ils sont vraiment considérés comme des êtres maléfiques. Ce que je pense, c'est que cette flèche de la déesse, elle est un petit peu comme l'attaque de Seiya contre Saga à la fin de l'anime. C'est pas une attaque qui touche le corps, c'est une attaque qui touche l'esprit, entre guillemets, et qui détruit tout ce qui est mauvais ou tout ce qui est maléfique. Étant donné que Chagall c'est le guerrier d'Hadès, c'est une personne maléfique. Et du coup, la flèche va complètement le dissoudre. Pour moi, là, la flèche, elle va taper Asclépios, et elle va juste tuer Asclépios, en fait. Elle va faire disparaître Asclépios du corps d'Ulysse, et il ne va rester qu'Ulysse, le chevalier d'or, mais avec sa conscience pleine et ses moyens pour discuter, pour parler, etc. Il va soigner Athéna, soit parce que il l'a déjà dit, mais il soigne tout le monde, et après seulement il voit ce qu'il doit faire, soit parce que les bronzes vont le supplier, vont lui expliquer, etc. En tous les cas, pour moi, Ulysse va reprendre le dessus sur Asclépios, qui va disparaître à cause de cette flèche. Ulysse va soigner Athéna, et ensuite, c'est là où je sais pas ce que Kurumada va faire, mais soit Saori et les autres ils vont repartir dans le futur, tout de suite, en demandant à Ulysse de soigner Seiya dans le futur, en lui disant voilà, nous ce qu'on voulait c'était juste soigner mon pote. Ulysse fait mais c'est trop facile en fait, moi je sais le soigner, il y a aucun souci. Il dit vous repartez dans le futur, comme ça moi mon univers il est pas mort, je suis content, et puis quand je meurs, je transmets ma pensée ou comment sauver Seiya à mon successeur dans le futur, Shayna, d'où le fait qu'elle est mal à la tête. Shayna acquiert la conscience, la mémoire, je sais pas, ou Ulysse prend le contrôle de Shayna, je sais pas trop, mais du coup, Shayna a la capacité de sauver Seiya, et elle sauve Seiya. Soit, on a quand même la fin de la guerre sainte contre Hadès, Athéna détruit l'épée d'Hadès qui sauve Seiya, mais voilà, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Et donc pour moi, cette flèche-là, elle va elle va taper en fait Asclépios, et elle va dissoudre, elle va tuer uniquement l'âme maléfique qu'il y a dans le corps d'Ulysse, et juste Asclépios du coup, et Ulysse va continuer à vivre tranquillement sa vie. Voilà, pour moi c'est comme ça que Asclépios meurt, soit dans le prochain chapitre, soit dans le chapitre d'après. Sachant que là la flèche elle a quand même 700 bornes à faire. 700 bornes à faire, ça se fait pas non plus tout de suite, en sachant que en plus normalement c'est une flèche tirée à l'arc, donc bon, effectivement, physiquement c'est pas possible, elle y arrivera pas, mais propulsée par le cosmos, elle va réussir. Mais peut-être qu'on va avoir un chapitre quand même de combat entre les bronzes et Asclépios, et seulement au chapitre d'après, cette flèche qui vient enfin le transpercer. Le mec qui fait Re-Rise of Poseidon a un rythme drôlement lent, peut-être qu'il aide, effectivement, et je crois qu'en plus Kurumada l'avait remercié pour son aide dans le tome 15 et 16, et on n'est pas aussi à l'abri parce que, comme je l'ai dit, Kurumada il a fait son tome 15 et 16 dans la foulée. Donc quand les chapitres du tome 15 sont sortis, les chapitres du tome 16 étaient déjà finis. Donc là ça fait 1 an que Kurumada en gros il a fini son manga. Ça se trouve pendant 1 an il s'est pas tourné les pouces, il a peut-être fait le storyboard et peut-être commencé à dessiner la suite, et Teshirogi ou le mec de Re-Rise est venu aussi entre guillemets l'aider à faire sa suite de manga, donc peut-être qu'on a déjà 1 ou 2 tomes de préparés pour la suite, c'est possible aussi. Thomas s'est fait taper par tout le monde, c'est tellement triste effectivement, Thomas s'est un peu fait défoncer alors qu'on l'a teasé comme l'ange déchu, guerrier céleste des dieux, parce que dans Next Dimension, les anges ne sont pas les guerriers d'Artémis, les guerriers d'Artémis c'est les satellites, les anges sont... Alors on ne sait pas si c'est la garde de tous les dieux ou de Zeus, mais en tout cas c'est les chevaliers célestes du monde de l'Olympe, et c'est eux qui protègent l'Olympe, donc c'est quand même des êtres qui sont normalement au top. Après Thomas lui c'est un humain, on le sait parce que c'est le frère de Marine, parce que quand il voulait tuer Seiya, c'est oh je fais ça parce que comme ça je pourrais revoir ma sœur, et puis Marine fait oh mais il me fait penser à quelqu'un, bah oui on sait que c'est ton frère quoi, donc on sait que c'est un humain. C'est vrai que Kurumada a eu du mal sur le début pour se remettre dans le bain comme on dit. Oui c'est possible qu'il ait du mal, après il vieillit aussi, quoique il y a... ça fait combien? Ça fait 18 ans que c'est sorti Next Dimension, il a quel âge? Il a 74 ans je crois. Donc il était quand même un peu plus jeune quand il a commencé, mais il avait déjà mal à la main. Donc
Salut à toi, GG. Kurumada n'avait jamais vraiment arrêté de dessiner, le prologue qu'il avait fait pour le Tenkai Enjōso était bien plus beau que les 3 premiers tomes de ND. Problème de main aussi, on sait qu'il a un problème de cartilage, c'est peut-être empiré à ce moment-là, il a peut-être après pris plus de temps, je ne sais pas. Il a uniquement 70 ans maintenant, donc il avait quand même 52 ans quand il a commencé ND, donc il n'était pas si vieux que ça, mais s'il avait déjà ses problèmes de main... Un peu comme Deuteros qui engendit Aspros, entre guillemets. En fait là, si on veut, Ulysse il est pas méchant. Ulysse il est gentil. On le sait, il sauve les chevaliers, et il vérifie qu'ils sont fidèles à Athéna. Parce que lui, Ulysse, son objectif, c'est pas de tuer Athéna, c'est de tuer Saori qui crée les dysfonctionnements temporels. Et une fois que Saori est finito, Sacha elle devient la déesse, et ils peuvent affronter Hadès, et Ulysse il est du côté d'Athéna, il y a aucun souci là-dessus, on sait qu'il est gentil. C'est Asclépios qui n'est pas gentil. Ça on le sait. Donc si Asclépios c'est terminé, Ulysse redevient gentil, et il a l'air quand même plutôt à l'écoute des gens, Iki l'a quand même sauvé, il l'a bien écouté, c'est possible qu'au fur et à mesure des discussions, il accepte de laisser repartir Athéna, enfin Saori et les autres, et de soigner dans le futur Seiya. Bah oui, la flèche est boostée par le cosmos d'ailleurs, c'est ce que les Gold font effectivement, c'est la seule logique de toute façon pour que la flèche atteigne le temple d'Ophiuchus. Pour moi, c'est la garde de l'Olympe ou de Zeus. Effectivement, les anges, c'est ça, c'est la garde de l'Olympe. Donc s'il y a une suite à Next Dimension, ce qui est très probable, puisque on a l'image donc du tome 15 où on a Seiya qui se prosterne devant Apollon, et on va finir d'ailleurs le live sur ça en parlant de ça, on se doute qu'il va y avoir quelque chose. Alors, il y a 2 théories. La théorie principale, c'est que Kurumada il part sur un nouveau manga en fait, qui serait son Tenkai, où on aurait une action qui se passerait pour aller combattre Zeus et potentiellement Chronos. On voit aussi que Seiya se prosterne devant Apollon, donc peut-être qu'il va prêter allégeance à Apollon, ou qu'il va demander de faire quelque chose. Il y a potentiellement un souci avec Athéna quand elle va revenir dans le présent. Pourquoi il y a ça? Ce que je pense, et ce qu'on sait grâce à Next Dimension, c'est que Artémis et Apollon sont les dieux qui sont censés s'assurer du bon écoulement du temps. Parce que Athéna, quand elle a été voir Artémis, elle lui a dit « Je veux retourner dans le passé, toi tu peux le faire parce qu'avec mon frère Apollon, vous gérez le temps. » Elle a dit « Non, nous on gère pas le temps, ça c'est Chronos qui le fait, nous on s'assure du bon écoulement du temps, que ça se passe correctement. » Sauf que là, d'avoir fait tous ces problèmes temporels, peut-être qu'Apollon il va se dire, ça, je laisse pas passer, Athéna je lui nique sa gueule, c'est finito, Athéna c'est Tartare, c'est sur l'Olympe tu vas être jugé par Zeus, c'est finito pour toi, et du coup, Seiya, lui, se prosterne, merci Apollon, s'il te plaît, laisse-la tranquille, je veux pas qu'elle meure, Apollon va lui dire, allez, retourne chez ta mère, à plus, et du coup Seiya et les autres bronzes vont aller dans l'Olympe pour aller fracasser du dieu. Les dieux vont être protégés par les anges. Combien? 3 ou 5? À la base, dans le Tenkai, il devait y en avoir 5. Un ange par bronze. Et puis voilà, on a notre manga qui continue. Ça, c'est pour être sympa. Possible qu'Ulysse meure aussi dans la foulée après avoir sauvé Saori et Seiya, car sa résurrection est du fait d'Asclépios. Peut-être que du coup, le fait qu'Asclépios meure, Ulysse pourrait mourir aussi. Iki et les autres sont en train de dire à Ulysse, soigne s'il te plaît Athéna, nous ce qu'on veut c'est juste soigner notre pote, on se recasse tout de suite, si t'arrives à transmettre ton pouvoir à Shayna, enfin bref, et en gros, avec un imbroglio comme ça, Ulysse il est finito, donc ils ont encore perdu, entre guillemets, un élément très fort, et donc ça explique le fait qu'ils vont se faire défoncer par Hadès, voilà. Athéna va repartir chez elle, et Shayna pourra soigner Seiya. Donc ça, effectivement, ça pourrait correspondre et boucler la boucle, entre guillemets. Kurumada avait prévu les dieux Gaïa et Uranos, je crois, pour boucler Senseiya. Je sais plus exactement, je crois effectivement que ça allait très très loin, mais pas sûr qu'il aille aussi loin que ça, maintenant il devient quand même âgé, donc je pense au moins aller jusqu'à Zeus, et peut-être Chronos, parce que on sait que le tome 5 de Senseiya Time Odyssey va être sur Seiya, et un Seiya après Next Dimension, donc debout. Donc peut-être qu'on va avoir ce Chronos en fait qui va se faire défoncer dans
Time Odyssey, et on n'aura pas dans la suite de Next Dimension. À voir. Si tout va bien, il y a encore beaucoup à raconter avec Senseiya. Ah oui, de toute façon, tu peux aller très très loin avec Senseiya, tu peux encore tirer, et puis même s'il n'y a plus de dieux grecs, hein, tu peux partir comme épisode G avec des dieux égyptiens, tu peux partir comme avec The Lost Canvas avec des dieux celtiques, des dieux aztèques, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Tu peux faire une guerre sainte dans le futur, tu peux faire une guerre sainte au 15e siècle, tu peux vraiment faire un peu tout ce que tu veux. La flèche tirée à 700 km, ça me fait penser à Sisyphe dans The Lost Canvas, contre les 4 dieux du sommeil. Effectivement, c'est peut-être aussi inspiré par ça. La suite de ton manga Sensei. Alors, si vous voulez, on peut discuter... Salut, y a-t-il un rapport entre la BD FR et Next Dimension? Alors, je sais pas de quelle BD FR tu parles. Si vous parlez... Alors, je pense que Michel parle de ma BD à moi, de mon manga à moi, et peut-être que toi aussi tu parles de ça. Donc si vous parlez de mon manga, non, alors il n'y a aucun lien avec Next Dimension. Moi, le parti pris, c'était que je faisais une suite alternative à Senseiya en omettant Next Dimension. En reprenant plutôt la base du Tenkai, parce que moi j'ai beaucoup apprécié le film Tenkai, en reprenant un petit peu sa base, en modifiant les trucs que j'avais pas appréciés ou que j'aurais fait à la place du réalisateur, et puis partir sur cette optique-là. Donc effectivement c'est en arrêt depuis décembre, ça avait repris un petit peu, on avait fait une grosse pause de quasiment 1 an, on avait repris pendant 1 mois, et puis là depuis on est de nouveau en pause. Alors ce n'est pas de mon fait, tout simplement parce que moi je suis juste le scénariste et storyboarder, mais pour le dessin, je suis pas assez doué pour faire du dessin. Donc j'ai un dessinateur qui est extrêmement talentueux, qui s'appelle Eau-Rouge, son pseudo est Eau-Rouge. Et malheureusement, Eau-Rouge, en ce moment, n'est pas forcément apte à faire les dessins. Donc c'est en pause pour une durée indéterminée. Sachant que, par contre, quand ça reprendra, il y aura tout le chapitre 4 qui sera complètement dessiné, et donc on sortira une page par semaine, mais il n'y aura pas de pause en tout cas quand le chapitre 4 sortira. Voilà, mais je n'ai pas de date pour savoir quand ça va reprendre. Non, je parlais de Jérôme Alki. Alors, il n'y a pas forcément de lien avec ND. Le seul truc qu'on sait, c'est que le dernier tome sera sur Seiya. Ça a été dit. Et ce qui a été dit aussi, c'est que ça se passera après Next Dimension. Parce que là, tous les tomes de Time Odyssey se passent à certains moments de l'œuvre. Le premier, c'était avant la bataille du sanctuaire. Le deuxième, c'est juste après. Et donc, quand ce sera sur Seiya, ce sera après la bataille contre Hades. On sait que Seiya est dans un fauteuil roulant, donc si ça se passe après Hades, c'est que forcément il a été soigné, donc s'il est soigné, c'est après Next Dimension. Voilà, c'est tout ce qu'on sait, mais peut-être que Kurumada veut faire une fin un peu cross-média. Mais voilà, à voir ce qui va se passer. C'était il y a très très longtemps, ok, ça jusqu'à là, surtout que Kada s'occupe de Gaïa, et non souvent. Effectivement, moi je ne pense pas que ça ira aussi loin que ça, je pense que ça va se terminer à Zeus et Chronos. Oui, les mythologies avec Senseiya, on peut vraiment aller... on peut aller n'importe où. Faut que je récap, j'étais à la descente des marches et Sagittaire, je suis largué, il faut que tu nous fasses... Alors effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, normalement, la vidéo récap sur les 15 premiers tomes devait sortir avant ce live. J'ai tout tourné, j'ai commencé le montage, j'ai pas eu le temps de le terminer. Je trouve ça dommage finalement de sortir cette vidéo la semaine prochaine alors qu'il y a déjà ce live qui a été fait. Donc ce que je pense faire en fait, c'est ne pas sortir pour l'instant le récap, attendre que l'ensemble des 8 chapitres du tome 16 sortent, j'enregistrerai le résumé du tome 16 que j'inclurai à la vidéo, et puis je sortirai une vidéo complète, résumé vraiment complet de Next Dimension, avec l'intégralité des 16 tomes, et puis accompagnera donc une analyse de l'œuvre. Voilà. Donc je sais plus où j'en étais, en tout cas, tout ça pour dire que donc c'est possible qu'il y ait une suite à Senseiya Next Dimension avec une série, notamment avec Seiya qui irait sur l'Olympe pour sauver peut-être Saori, du fait que, comme elle a modifié le temps, voilà, Apollon et Artemis seraient obligés, entre guillemets, de l'emprisonner ou d'être contre elle. Maintenant, il y a aussi une solution que les fans ne veulent pas admettre, mais qui peut arriver,
c'est que là, Chagall il est mort en un chapitre. Je pense que Asclepios il va rester encore 2 chapitres. Ensuite il va y avoir le dénouement en un chapitre ou 2. Donc on sera on va dire à 5 chapitres. Il en restera 3 ou 4. Peut-être qu'on va avoir à la fin de la guerre sainte, et après on va avoir le truc d'Apollon. Et peut-être qu'en fait Apollon c'est pas le dernier chapitre de Next Dimension, c'est peut-être le 116e, et qu'après il y a le 117, 118, 119, et en fait ces 3 derniers chapitres, ce serait un espèce de combat un peu à la con, où Seiya dit à Apollon, ok moi je veux un combat, je veux sauver Athéna, choisis ton champion, je fais un combat à mort contre lui, si je gagne, tu libères Athéna, moi j'arrête d'être un saint, on arrête tout, on arrête les combats, c'est terminé, mais Saori est sauve, si je perds tu la tues, tu me tues aussi, la Terre est reboot, enfin bref, peu importe, c'est terminé. Et puis le champion d'Apollon c'est Thomas, ils se battent, et puis voilà comment se termine Next Dimension, et ça clôturait en même temps tout Senseiya. C'est possible aussi. C'est possible. Un animé Next Dimension, ça serait possible selon toi? Oui, alors je pense qu'il y en aura un. Maintenant, sous quelle forme? Je ne sais pas. Ce qui avait été évoqué par le producteur de la Toei, c'était qu'ils avaient dans les bacs une volonté de faire un animé 2D, Senseiya, et slash adapter aussi Next Dimension. Donc il y a beaucoup de gens, il y a pas mal de groupes Facebook qui ont associé les deux en disant oui ils vont faire un Next Dimension 2D. C'est pas forcément vrai. Il y aura forcément un Next Dimension, ça la Toei je pense qu'ils vont pas passer à côté de l'idée. Ils vont faire un animé. Par contre, est-ce que ce sera un animé 2D? Ça c'est pas sûr. Ce qui a été dit aussi pour la série 3D, c'est qu'ils avaient l'envie d'aller jusqu'à Next Dimension. Donc peut-être que Next Dimension sera adapté avec la série 3D. Ça c'est possible aussi. Ou alors ils vont nous sortir un animé 2D comme Sentiacho ou Soul of Gold. À voir, je sais pas. Mais pour moi, ils peuvent pas passer à côté de sortir un animé Next Dimension, parce que ça va faire vendre Next Dimension, ça va aussi relancer la hype sur la Final Edition, et puis s'il y a une suite au manga, ça va aussi pas pousser les ventes, mais aider à la vente du prochain manga, et de manière générale, un animé ça aide à vendre même les produits un peu dérivés, donc qu'il y ait un animé Next Dimension, ça ne... Je pense oui que c'est dans les cartons de la Toei. Après ça peut être Kurumada qui bloque parce que il veut quelque chose d'un peu plus qualitatif. À voir. C'est possible, mais c'est très très moche. Oui, cette fin est très très moche, hein, mais c'est possible. Parce que voilà, peut-être qu'il en a juste marre et qu'il veut passer à autre chose. 18 ans pour avoir cette fin, ça ferait mal, oui. Mais on a quand même... il nous reste 7 chapitres. Ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très très vite. Il paraît que la Toei avait déjà les droits de ND. Alors c'est possible, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont les droits de ND, mais c'est possible. Après, alors, ils n'ont pas les droits de ND s'ils les ont, ils auraient les droits d'adaptation en vidéo, en animation, parce que tous les droits, beaucoup de droits ont été récupérés par Kurumada, et d'ailleurs il a créé sa société Kurumada Prod, il a quasiment l'intégralité des droits Senseiya, quasiment tout a été racheté par lui, à part justement l'animé. L'animé. C'est d'ailleurs pour ça que pour la BD de Jérôme Alquier, ils ont le design du manga et pas le design de l'animé, alors qu'ils ont la couleur de cheveux de l'animé, ce qui crée d'ailleurs des incohérences. Enfin, j'en ai parlé dans ma review sur le tome 1. Mais étant donné qu'il a tous ses droits quasiment sur ses œuvres, il est peut-être hésitant à le donner à la Toei, peut-être à TMS, peut-être à un autre studio d'animation. En tout cas, on sait que depuis l'échec du Tenkai, il est quand même un petit peu plus attentif sur l'adaptation de ses propres œuvres. Tout ce qui a été spin-off, par contre, ça a été adapté par Toei, donc c'est quand même une possibilité. Donc voilà, ça va bientôt faire 2 heures que le live est lancé, donc je vais vous laisser. Je pense qu'on a pu faire le tour de ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre, l'analyser et puis des potentielles théories qu'il y a à faire là-dessus et sur la suite de Next Dimension. Je vais également faire du coup, le but c'était de faire un live pour chaque sortie de chapitre. Donc là exceptionnellement je l'ai fait le dimanche, mais parce que j'ai eu pas mal de soucis d'organisation. Je vais essayer de faire pour les prochains le jeudi soir, mais pas à 18h mais plutôt à 20h je pense.
ou le vendredi, mais j'aurais préféré faire le jeudi, comme ça je me garde le week-end tranquille. Donc voilà, normalement, jeudi prochain, prochain chapitre à faire en live aussi, et puis de toute façon je mettrai la rediff, je ferai un petit montage, en tout cas juste couper le début et la fin pour garder que la partie sur le chapitre, et je posterai la vidéo, à moins que peut-être que ce que je ferai, c'est que je vais peut-être laisser la rediff complète sur YouTube, et je ressortirai la vidéo coupée juste sur le chapitre. Je sais pas comment je vais faire encore. De toute façon, pour l'instant, la rediff sera encore disponible là sur YouTube pendant quelques jours, au moins jusqu'à ce que j'ai fait la découpe de l'épisode pour juste la partie lecture. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, je supprimerai la rediff, je verrai. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents sur ce live et d'avoir participé en nombre. Ça fait super plaisir de voir qu'il y avait autant de personnes, alors que ça fait quand même quasiment un an que j'avais rien sorti. Et puis en plus, j'avais repoussé le live plusieurs fois, j'ai changé les heures plusieurs fois, donc ça me fait très plaisir. Vous avez été en plus très participatifs, avec pour certains de très bonnes remarques et de très bonnes interventions, donc ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous, et j'espère que vous avez également apprécié cette petite lecture et cette petite analyse du chapitre 111 à mes côtés. Donc je vous dis à la prochaine, à jeudi prochain pour la lecture du chapitre 112, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à plus tout le monde, ciao.